Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, la commission anticorruption a remis le chapitre final de son rapport aux autorités. Un rapport de plus de 5000 pages consacré aux activités de corruption sous l'ère de l'ancien président Jacob Zuma. Renforcer l'autonomisation des petits exploitants agricoles à l'heure où la sécurité alimentaire du continent se retrouve menacée face au conflit en Ukraine. C'est l'initiative proposée par la start-up nigériane Thrive Agric qui leur propose de relever le défi du financement. Et puis coup de projecteur sur la pièce de théâtre Kunene and the King de John Caney, une adaptation moderne de King Lear de William Shakespeare. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la sentence est tombée pour Vital Kamerhe en République démocratique du Congo. L'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi a finalement été acquitté ce jeudi 23 juin en appel. Un verdict rendu par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui évoque un manque de preuves. Pour rappel, l'ancien président de l'Assemblée nationale avait été condamné en avril 2020 à 20 ans de prison pour corruption aggravée et détournement de fonds publics. L'année suivante, sa peine avait été réduite à 13 ans de prison. Un acquittement qui offre ainsi à Vital Kamerhe de nouveaux horizons en vue de la prochaine élection présidentielle de 2023. Plus de 5000 pages et de 300 témoignages recueillis, c'est le travail accompli par la commission anticorruption sud-africaine qui a enquêté pendant 4 années sur les allégations de corruption sous la présidence de l'ancien chef de l'État Jacob Zuma. Dans son volet final remis aux autorités ce 22 juin, l'instance estime que son successeur, le président Cyril Ramaphosa, aurait pu enquêter sur ces accusations. Un sujet de la rédaction. C'est le fruit de 4 années d'enquête. En Afrique du Sud, la commission anticorruption a remis ce 22 juin le chapitre final de son rapport au président Cyril Ramaphosa. Un rapport consacré à la corruption de l'État sous la présidence de son prédécesseur Jacob Zuma. Point phare de ce document, la commission dirigée par le juge Raymond Zondo évoque une certaine passivité de l'actuel chef de l'État face à ces accusations de corruption. Nous avons fini par comprendre ce qui s'est passé, qui était impliqué. Nous avons également saisi l'impact que ces méfaits ont eu sur notre État, sur notre économie, ainsi que sur notre société. Interrogé sur le sujet, le président aurait donné des réponses opaques d'après la commission. L'instance estime également qu'il avait à sa disposition suffisamment d'informations crédibles dans le domaine public pour l'inciter au moins à enquêter. Des révélations qui viennent de nouveau mettre le président en difficulté. Le chef de l'État a récemment été accusé d'avoir dissimulé un cambriolage survenu dans une de ses propriétés. Les cambrioleurs y auraient trouvé un peu plus de 3 millions d'euros en espèces, une somme que le président n'aurait pas déclarée. C'est bien plus qu'un rapport sur la corruption, la fraude et les abus généralisés. C'est aussi un instrument qui va permettre au pays de travailler pour s'assurer que de tels méfaits ne se reproduisent plus jamais dans notre pays. Principale mise en cause dans ce rapport, l'ancien président Jacob Zuma a déjà été condamné en 2021 à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Et pour cause, il avait refusé de comparaître devant la commission anticorruption. Dans l'actualité également, les élections législatives se dérouleront bien le 31 juillet prochain au Sénégal. Une affirmation énoncée par le gouvernement pour mettre fin aux rumeurs relatives à un report. D'après un communiqué du Conseil des ministres, le président Macky Sall a, je cite, réitéré son attachement particulier au déroulement dans les meilleures conditions des élections législatives. Le document précise par ailleurs que la présidence dément l'existence d'une lettre de l'Union européenne demandant le report de ce scrutin, une annonce qui intervient dans un contexte de tension entre le pouvoir et l'opposition, des tensions dues à l'invalidation de la liste nationale des titulaires de la coalition Yewi Askanoui dans le cadre de ce scrutin.
À l'heure où le conflit en Ukraine menace la sécurité alimentaire de l'Afrique, les petits exploitants agricoles sont amenés à jouer un rôle majeur dans la mesure où ils produisent 80% des aliments consommés sur le continent selon la BAD. Mais ces agriculteurs se heurtent à des défis de taille, l'accès aux intrants et au financement notamment. Pour renforcer leur autonomisation, des initiatives sont mises en place à l'instar de celles portées par la start-up nigériane Thrive Agric. Nathalie Mou. Le rôle des petits exploitants agricoles est aujourd'hui crucial pour approvisionner les marchés africains en nourriture. Alors que près de 346 millions d'Africains sont menacés par la crise alimentaire, ces agriculteurs qui occupent 78% des terres cultivées du continent veulent augmenter leur contribution pour la sécurité alimentaire. L'un des défis auxquels ceux qui sont accompagnés par la start-up nigériane Thrive Agric s'attaquent est la baisse du coût des aliments sur le marché. Pour résoudre ce problème, nous devons veiller à ce que près de 2 millions de petits agriculteurs obtiennent à faible coût les intrants dont ils ont besoin. Nous devons réduire la chaîne des intermédiaires entre les champs et les marchés. De plus, nous devons apprendre aux agriculteurs que l'agriculture offre de réels débouchés économiques. Près de 90% de la production agricole en Afrique découle du travail des petits agriculteurs. Cependant, leur part dans l'agribusiness demeure faible. L'isolement et le difficile accès au financement en sont principalement les causes. Des initiatives se multiplient en Afrique pour les rendre crédibles auprès des banques. Ce que nous faisons est de créer une identité pour ces petits agriculteurs. Nous ne nous contentons pas uniquement de leur fournir les intrants, car si nous les leur donnons, la question est de savoir comment nous pourrions nous assurer que l'ensemble du processus reste cohérent. C'est pourquoi nous créons une identité pour ces petits exploitants agricoles, afin que dans un an ou deux, cette identité soit bancable. L'Afrique importe pour plus de 50 milliards de dollars de denrées alimentaires de l'étranger chaque année. Des données officielles révèlent que l'urbanisation croissante devrait générer 645 milliards de dollars de dépenses de consommation d'ici 2025 dans les secteurs des produits frais, des produits laitiers, de la viande, des aliments transformés et des boissons. Nous partons à présent au Bénin à la rencontre de Richard Gauthier Ojrado. Avec sa marque Azuka Spirit, l'entrepreneur a mis au point des objets connectés en vue de protéger les biens des personnes. Un projet qui traduit un objectif bien précis, faire de son pays un leader sur le marché des technologies de l'information et de la communication. Les précisions de notre correspondant Lefty Ounou. Avec comme ambition de faire du Bénin un leader en matière d'innovation technologique et impulser le rêve africain, Richard Gauthier Ojrado est l'un des meilleurs jeunes entrepreneurs du secteur des nouvelles technologies en Afrique, basé au Bénin, présent sur le marché des TIC. Originaire de la région des collines Adassazoume au Bénin, Richard Ojrado est un entrepreneur qui apporte des perspectives aux problèmes africains. Il a été très tôt moulé dans le domaine des affaires, de la vente des appareils électroménagers et de la foire commerciale grâce à son père. Cette expérience a fait développer sa passion pour l'électronique et les nouvelles technologies durant des années. Richard Ojrado a un parcours assez atypique avec beaucoup d'initiatives entrepreneuriales. Victime de la perte de ses smartphones, Richard Ojrado a décidé de concevoir une solution préventive contre le vol de téléphone avec un capital de 620 000 francs CFA. 3 ans après cette mésaventure, il a conçu le premier modèle, le prototype AS Watch V7. Après avoir eu ce prototype, avant même de l'avoir, j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai démontré le concept. Et en 72 heures, nous avons eu plus de 12 000 intentions d'achat, ce qui m'a conforté dans cette approche de solution. Richard Gauthier Ojrado a eu des difficultés à produire sa première solution à cause de la quasi-inexistence des industries de fabrication du matériel et des équipements high-tech et électroniques au Bénin. Très déterminé, il a persévéré afin de développer de nouvelles solutions digitales, notamment des montres intelligentes, lunettes connectées et autres ordinateurs portatifs dernière génération. Des solutions high-tech simples et pratiques. Pourquoi les ordinateurs? Les ordinateurs pour moi, parce que en fait, c'est un produit qu'on utilise, dont on a besoin dans presque tous les secteurs d'activité. Et le budget qu'investit toute l'Afrique dans ces produits-là est énorme. Alors nous avons la capacité aujourd'hui de le faire. Pourquoi ne pas le faire? Nous l'avons prouvé, nous l'avons fait et très bien. Richard Gauthier Ojrado a autofinancé ses solutions high-tech africaines grâce au Love Money. Il nourrit l'ambition de voir sa start-up passer les 5 millions de dollars pour le compte du premier trimestre 2023.
La légende du théâtre John Kani analyse l'Afrique du Sud moderne dans une nouvelle pièce de théâtre intitulée Kunene and the King, une adaptation de King Lear du grand dramaturge anglais William Shakespeare. La pièce, qui a été présentée pour la première fois à Londres en 2019, a repris sa tournée sud-africaine après une interruption en raison de la crise sanitaire. Corinne Camdem. 25 ans après les premières élections démocratiques post-apartheid, deux hommes d'horizons différents se retrouvent pour faire une rétrospective sur un quart de siècle de changement en Afrique du Sud. C'est le synopsis de Kunene and the King, la dernière production théâtrale de l'acteur sud-africain John Kani. Après une interruption en raison de la pandémie de Covid-19, la pièce de théâtre a repris sa tournée sud-africaine ce mois-ci, après une première à Londres en 2019. Par exemple, si vous nommez une personne noire directeur d'un département, le personnel réagit immédiatement différemment si c'est une femme, ou si la personne est noire, ou bien si elle est blanche. C'est à ce genre de nuances que je fais référence. Les spectateurs s'y reconnaissent et apprennent à être prudents, parfois aussi dans leur propre vie. La pièce de théâtre du célèbre acteur et dramaturge parle d'un patient blanc interprété par Michael Richard, souffrant d'un cancer en phase terminale, et de son soignant noir interprété par John Kani. Lorsque l'infirmier est envoyé par son agence au domicile du patient en phase terminale, il est pris pour un voleur. C'est la scène qui ouvre cette pièce de théâtre acclamée par la critique. Le patient, du nom de Jack Morris, n'a pas interagi avec les Noirs de l'Afrique du Sud post-apartheid et les considère avec suspicion. Dans cette pièce, j'apprends à découvrir ce noir qui vient chez moi, qui doit s'occuper de moi, que je considère uniquement comme un aide-soignant, et puis je me rends compte, au fur et à mesure que nous avançons, que c'est un être humain. Cet homme a des histoires. Cet homme a une vie qui doit être comprise. Et j'ai besoin d'écouter. John Kani n'en est pas à sa première analyse de la société sud-africaine. Sa pièce intitulée Sizwe Banzi is Dead, écrite en 1972, parlait des lois restrictives sur les laissez-passer du gouvernement de l'apartheid. Elle lui a valu une renommée internationale et un Tony Award. Il a ensuite joué dans divers rôles télévisés et films, dont Le Roi Lion de Disney et Black Panther de Marvel. Un mot de sport à présent avec le retour des CAF Awards après 2 ans d'absence. La prestigieuse cérémonie qui récompense les talents du football africain se tiendra de nouveau au Maroc le 21 juillet prochain. Parmi les titres qui seront décernés, celui du meilleur joueur africain de l'année est de loin le plus attendu, José Douglas. Les meilleurs talents africains seront honorés au Maroc le jeudi 21 juillet 2022 lors de la prestigieuse cérémonie de remise des récompenses du football africain avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Total Energy Maroc 2022 prévue du 2 au 23 juillet 2022. Dans notre continent, c'est un devoir de récompenser et de reconnaître nos gloires. Je pense que reconnaître nos gloires, c'est un devoir de tout le monde. Je pense que notre continent a été à la traîne pendant un certain moment. C'est une très bonne chose qu'ils reviennent cette année-là pour essayer de donner encore un nouveau souffle à ces distinctions. Un événement qui coïncide avec le 2e anniversaire du lancement de la stratégie du football féminin de la CAF et l'introduction d'une nouvelle catégorie qui fait suite à la Ligue des champions féminines CAF Total Energy en novembre dernier. Il s'agit de la joueuse interclub de l'année. Plusieurs titres seront décernés, notamment le joueur et la joueuse de l'année, car il faut noter que nos joueurs, malgré leur qualité, échappent souvent au ballon d'or européen. Il n'y a qu'un seul, c'est Mr. George Weah qui l'a eu, je rappelle, je pense que c'était en 95 et c'était la première année où on a changé d'abord la réglementation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont frappé pratiquement à la porte de ce ballon, en citant évidemment soit Salah, soit Sadio Mané. Parmi les autres catégories, il y a aussi le jeune joueur de l'année, l'équipe nationale, l'entraîneur de l'année, le club de l'année et le but également. Les gagnants seront désignés par les votes des capitaines et des entraîneurs des associations membres du groupe d'études techniques de la CAF, des journalistes sélectionnés et des légendes du football africain. La période prise en compte va de septembre 2021 à juin 2022. L'attaquant sénégalais Sadio Mané et la Nigériane Aziza Oshoala avaient respectivement remporté les titres de joueurs et joueuses de l'année.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.